Eh bien, une fois de plus, on est heureux de fêter et célébrer notre participation amicale avec Télérama. Et Télérama qui a toujours des choix judicieux, en la personne de Fabienne Pasco, sa directrice adorée, l'idole du personnel et des lecteurs, a choisi un acteur que nous aimons beaucoup, parce que c'est un des rares acteurs qui est à la fois populaire, il passe de James Bond à Arlo Desplechin avec la même grâce. Et je suis très heureux que Fabienne Pasco et Mathieu Amalric entrent sur ce plateau. Jean-Michel. Merci Jean-Michel. Voilà. Bon, je t'écoute. Merci à vous d'être là, très nombreux ce soir, pour recevoir avec moi, puisque vous allez pouvoir, vous aussi, lui poser des questions. On peut peut-être allumer un peu la salle, parce qu'on ne vous voit pas du tout. Ah, c'est mieux. Mathieu Amalric, qui est un artiste rare et singulier. Il n'aimerait peut-être pas d'ailleurs qu'on dise même ce mot artiste, parce que Mathieu Amalric ne se prend pas au sérieux. C'est ce qui fait sa grâce et sa légèreté. On a l'impression qu'il doute toujours, qu'il se remet toujours en question, lui qui a pourtant eu 2 Césars du meilleur acteur pour, je crois, en 2005, le film d'Arnaud Desplechin, Roi et Reine, et pour Le Scaphandre et le Papillon en 2008, lui qui a eu déjà à Cannes le prix de la mise en scène en 2010 pour Tourner, lui qui met de la légèreté dans de la tragédie et du tragique dans la légèreté, qui est un acteur plein de grâce, comme le disait Jean-Michel, même s'il se revendique plutôt metteur en scène et réalisateur qu'acteur. Et justement, l'actualité de Mathieu Amalric, c'est aujourd'hui les 2 choses, puisqu'il fait l'ouverture de la section Un certain regard au Festival de Cannes avec son 7e film, Barbara, et l'ouverture de la sélection officielle du même Festival de Cannes dès mercredi, avec les Fantômes d'Ismaël, le 6e film qu'il interprète avec Arnaud Desplechin, où il joue le personnage d'Ismaël Vuillard, qui lui avait déjà valu son César, mais est-ce que c'est le même personnage? Il va nous le dire, dans Roi et Reine. Alors, Mathieu Amalric, vous dites souvent que vous n'êtes pas barbarophile. Alors, comment vous est venue l'idée de faire ce magnifique film sur Barbara? Parce que j'ai eu la chance de le voir, j'ai eu la chance de voir et Barbara et les Fantômes d'Ismaël. Bonsoir. Oui, non, je ne savais pas que j'allais faire un film autour de Barbara, sincèrement. Ça m'a même pas traversé l'esprit. C'est-à-dire que des cinéastes, un cinéaste qui s'appelle Pierre Léon et son ami Renaud Legrand, scénariste, ont fantasmé un film autour de Barbara pendant presque 10 ans. Et avec Jeanne Balibar. Et eux ont vraiment... je me suis un peu inspiré d'eux, d'ailleurs, pour jouer le personnage du réalisateur dans mon film, où je joue une espèce de... Oui, il y a un film dans le film. Oui, c'est la seule manière que j'ai trouvée, pas du tout originale, pour essayer de désamorcer quelques pièges inhérents au biopic, si vous voulez. Parce que c'est en même temps un film sur Barbara, un film sur un film en train de se faire. Racontez-nous un peu la structure pour qu'on s'y retrouve. Oh, mais c'est beaucoup plus sensuel que ça, j'espère. Il y a surtout de la musique. Est-ce que ce serait pas un film sur Jeanne aussi, tout simplement? Vous voyez, je ne sais pas. C'est Jeanne Balibar. Oui, pardon, Barbara, oui, Jeanne Balibar. Et des rimes, des reflets, des avatars. Qu'est-ce que c'est que l'incarnation ou la réincarnation, la croyance? C'est vrai, essayer de vraiment tomber absolument amoureux
du cinéma à chaque fois. Voilà. Donc, aimer son outil encore plus, et surtout lorsque le film nous paraît absolument impossible à faire, ce qui était le cas de celui-ci. Un biopic sur Barbara, a priori, faut pas. Pourquoi? Ça lui va pas, déjà. Pourquoi? Vous trouvez pas? Non? Mais comme ça, d'instinct. Je l'ai jamais connu, je l'ai jamais vu. Ce qui était très bien d'ailleurs, parce que du coup, j'ai pu complètement fantasmer et faire de la fiction. À travers Jeanne, en fait. Mais qu'est-ce qui vous bluffe dans l'idée que vous vous faites de Barbara? Est-ce que c'est une artiste exemplaire, une musicienne exemplaire? Oui. Le fait qu'elle, par exemple, ne savait pas le solfège, qu'elle a dû inventer elle-même des choses. Le fait que pendant 13 ans, elle n'a chanté que des paroles écrites par d'autres et qu'à un moment donné, quelque chose l'a submergée. Elle s'est mise à écrire des mots à elle, en tant que femme aussi, parce qu'elle disait que les histoires d'amour n'étaient pas forcément... Elle n'arrivait plus à les chanter comme ça, dites par des hommes, écrites par des hommes. Et puis tout le temps, prendre des risques, quoi. J'ai l'impression... Vous parliez de Jeanne Balibar, mais comment elle était hantée par ce personnage? Il faut dire qu'elle est proprement magnifique dans le rôle, qu'elle arrive à lui ressembler tout en ayant de la distance. Comment vous l'avez dirigée? Pas dirigée, c'est un mot, surtout avec Jeanne, on n'a pas besoin, je sais pas, de se parler. Enfin, je fais pas grand-chose, vous savez. J'essaye juste de créer un dispositif amoureux, et puis des choses adviennent. Et j'essaye juste de penser à ce que le film soit le plus... Oui, quand je vous disais sensuel, j'essaie que la forme ne prenne pas le devant, quoi. Qu'on soit complètement embarqué dans un tourbillon. Et Jeanne a travaillé pendant... Elle est déjà un peu musicienne, mais là, elle a vraiment beaucoup travaillé. Et je crois que c'est en étant dans la musique qu'elle a approché, qu'elle s'est laissée posséder par Barbara, mais d'une manière totalement différente de la mienne, qui, moi, faisait un travail plutôt d'historien, de rat de bibliothèque, de filmothèque, de tout, Vous avez tout vu, de tout fétichiste. Oui. Vraiment complètement obsédé, ce qui faisait qu'au moins sur le tournage, j'étais comme une éponge, mais comme je réécris les scènes souvent la nuit, pour le lendemain matin, bon, c'est comme ça, mais au moins j'étais plein de tout, je pouvais inventer des choses. Et Jeanne, elle, au contraire, était complètement dans l'intelligence de l'actrice, enfin, c'est-à-dire dans l'instinct et pas regarder des tonnes d'images, pas regarder, voir où ça résonne en elle, quoi. Et comme le film, en effet, elle ne joue pas directement Barbara, puisqu'elle joue cette Brigitte, je suis désolé, c'est un prénom à la mode, mais c'était fait avant. C'était à cause de Brigitte Fontaine, en fait. Voilà, pour ça qu'elle s'appelait Brigitte dans le film. Parce que j'essayais de faire un parallèle entre les carrières de Brigitte Fontaine, notamment musicale, et Barbara. C'est deux choses assez différentes comme ça. Et donc elle joue cette actrice qui doit jouer Barbara dans un film. Et ce qui me permettait d'être dans la naissance des chansons, vraiment, en fait. Puisque Jeanne devait travailler les chansons, puisque le personnage qu'elle joue à l'écran, cette Brigitte actrice, doit apprendre les chansons, ça me permettait de raconter ce qui m'obsédait le plus, c'est-à-dire la naissance d'une chanson, comment les chansons pouvaient venir à Barbara. C'est difficile de travailler avec quelqu'un qu'on connaît très bien, qu'on a aimé, qu'on aime encore peut-être. Ben non, écoutez, c'est la première, enfin là, oui, c'est la première fois qu'on se retrouve dans une situation pareille, mais non. Non. On ose dire, on n'ose pas dire. Est-ce qu'il y a une... On ose dire, non, ça, il n'y a pas de souci. Mais la musique,
beaucoup, ouais. Oui, allez-y. Non, je ne sais pas, non, c'était vraiment très complice. La musique, c'est quelque chose qui est important pour vous, parce que vous vouliez être rockstar même. Oui. Vous avez fait pas mal de films, là, récemment, pour l'Opéra de Paris. Oui. Vous avez fait un documentaire sur une quantité de musiciens, enfin au moins 2. Ça vient d'où, ça, ce goût de la musique? Et pourquoi avez-vous choisi le fait de jouer, de mettre en scène, et pas la musique? Alors là, ça, je ne sais pas, la musique demande une immense rigueur, un dévouement, une religion, vraiment, un travail quotidien. C'est un travail d'athlète que peut-être je n'ai pas su faire. Et le cinéma est quand même un lieu qui réunit énormément de ratés. C'est ça qui est merveilleux avec le cinéma, de gens qui n'ont pas réussi dans un domaine. Vous vous sentez comme un raté, Mathieu Amalric? Non, mais c'est ça qui est très impur et très attirant dans le cinéma, sur les plateaux, oui. Et comment vous les voyez, ces ratés? Il y a plusieurs vies, les gens ont tous eu plusieurs vies. Oui, les techniciens, ouais. Est-ce qu'Arnaud Desplechin, qui raconte toujours ses histoires de fantômes, a eu plusieurs vies? Ah oui. Mais que du coup, le cinéma nous permet de les vivre toutes ces vies ratées. Et je pense que, par exemple, je sais pas, je pense, comme ça me vient Arnaud, sa fascination pour la Chine, qu'on ne connaît pas forcément, le fait qu'il a appris le chinois, son goût de l'étude qu'il y a souvent chez ces personnages, plutôt chez Dédalus que chez Vuillard d'ailleurs. Dédalus serait un personnage qui aime plus l'étude, quoique, là, quand même, Vuillard, dans celui-ci, qui a appris l'arabe tout seul à Roubaix, qui sait déjà 6 langues, quelque chose sur les langues. Alors racontez-nous un peu Les fantômes d'Ismaël, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Forcément, le film ne sort que mercredi. Oui, mais dites un peu, racontez un peu le personnage. Ah oui. Eh bien, c'est la première fois chez Arnaud, mais c'est un cinéaste, cet Ismaël Vuillard. Il fait des films et il est dans un moment où visiblement il essaye d'écrire des choses. Il écrit la nuit, mais il a des cauchemars qui viennent souvent l'envahir. Donc il a la science du médicament pour ça et de l'alcool pour s'en sortir. Mais il semble écrire quelque chose sur son frère, un film un peu d'espionnage qui serait plutôt du côté de la Sentinelle, avec des diplomates et un fameux Dédalus qui est sorti des écrans, comme dit un des personnages au début, ce qui est assez drôle. Sorti des écrans. Alors quels écrans? Je sais pas, mais il a disparu. Et finalement, on s'aperçoit que ce film, ça commence vraiment comme un film d'espionnage, est un film que écrit le personnage d'Ismaël. Et il a rencontré une femme il y a 2 ans, Sylvia. Qui est Charlotte Gainsbourg. Qui est jouée par Charlotte. Il est resté très ami avec un homme âgé, qui est joué par Laszlo Svabo, qui visiblement est son mentor, un cinéaste plus âgé, mais très important pour lui. Et on comprend que Ismaël a été marié avec la fille de cet homme, et cette fille a disparu il y a 21 ans. Peut-être, enfin en tout cas, il semblerait violemment, peut-être assassinée quelque part dans un pays étranger. Elle a disparu. Donc c'est 2 hommes en deuil, comme ça, depuis 21 ans. Et il est à Noirmoutier avec Sylvia et arrive de la plage, un peu comme dans un film de Grémillon, un peu comme Michel Morgan, voilà, elle a une silhouette, et qui va parler à Sylvia, et c'est Carlotta, cette femme qui avait disparu depuis 21 ans, qui revient. Et voilà. Comment faire? Et c'est un film très lumineux. C'est un film qui va vers le présent, qui va vers une forme de tendresse.
Il y a quelque chose dans les films d'Arnaud, depuis 2-3 films, qui, je trouve, sont beaucoup plus... qui vont vers une forme de douceur, comme ça. Hein? Je ne veux pas en dire plus, parce que ce serait dommage. Mais alors, quand on y réfléchit, finalement, il y a 21 ans, dans Comment je me suis disputée, vous jouiez déjà avec Marion Cotillard, qui faisait une toute petite scène, je crois, qui se déshabillait dans le film. Elle était la preuve de l'existence de Dieu. Mais alors, comment vous expliquez... Mais pas pour moi, malheureusement, mais pour... C'était Fabrice Desplechin qui jouait celui qui avait un doute sur la religion, mais que tout d'un coup, cette femme seins nus, c'était la preuve de l'existence de Dieu. Il y a tout juste 21 ans, donc Arnaud Desplechin... Plus. Vous croyez? Oui. On l'a tourné en 94. Ouais. Oui, ça fait 23. Ouais. Mais Arnaud Desplechin, il aime toujours. Pourquoi ce goût un peu de puzzle par rapport à ses propres films, pour revenir? Qu'est-ce que ça dénote chez lui? C'est assez récent, hein, ça fait quoi? En fait, c'est depuis le dernier seulement, je crois, depuis 3 souvenirs, qu'il y a un retour de personnages existants. Oui, mais c'est un peu toujours le même univers. Ben, c'est les grands cinéastes, j'ai l'impression. Parce que si on pense à Fellini, si on pense à Bergman, on peut croire qu'ils ont toujours fait le même film. Enfin, c'est ce qu'on... Arnaud a des obsessions, oui. Lesquelles, par exemple? Ah, mais alors ça, vous lui demanderez. Et puis, comme il dit mais vous êtes dans un peu film, son double dans ses films, alors vous devez le connaître mieux que personne. On a l'impression que vous êtes son double. Ah, les cinéastes aiment beaucoup me prendre comme alter ego. Mais ça, c'est parce qu'ils aiment bien le fait que je fais surtout des films. Donc, ils aiment bien. Ils aiment bien parce que vous êtes cinéaste vous-même. Ouais. Parce que les frères Larieux aussi. C'est beaucoup, réalisateur, quoi. Je fais des films, je fabrique des films, et ça, ils aiment bien. C'est pratique. Je suis à l'heure et puis je connais mon texte. Non, mais je rigole pas, c'est très sérieux et j'y crois énormément à ça. C'est juste d'être totalement fais de moi ce que tu veux. Vous avez l'impression que votre seul talent, c'est d'être à l'heure et de connaître le texte? Non, d'être amoureux des personnes avec qui j'ai envie. Je sais irrésistible de faire un film. Attention votre téléphone. Ah, je laisse tomber. Comment vous travaillez un rôle? Parce que je croyais que justement vous aviez des difficultés à apprendre le texte. Non, c'est que je l'apprends beaucoup. Je l'apprends beaucoup et longtemps à l'avance, par respect. Ça coûte cher le cinéma, et qu'un réalisateur, il n'a jamais le temps, donc vaut mieux pas leur faire perdre de temps. Mais alors avec Arnaud Desplechin, donc c'est votre 6e film avec lui, est-ce qu'il vous dirige encore ou est-ce que tout se passe? Comment ça se fait? Vous n'aimiez pas le mot de direction, diriger pour Jeanne Balibar dans Barbara. Alors avec Arnaud Desplechin, ça se passe comment? Je pense que c'est un cinéaste qui doit jouer tous les personnages lorsqu'il les écrit. Et donc, c'est assez beau de le voir jouer lui. Il y a des acteurs qui n'aiment pas ça, moi j'aime beaucoup ça. On regarde beaucoup le corps d'un cinéaste, d'un réalisateur, d'une réalisatrice. Ça raconte beaucoup sur comment faire un film, jouer. Et lui joue souvent. Voilà. Il indique tout lui-même? C'est mystérieux. Hein. Il n'y a pas de... Il donne envie. C'est une espèce d'appétit, quoi. De trouver des choses qui ont à voir avec le spectacle, toujours, que ce soit intéressant, amusant, moqueur, rythmé, évidemment. Le rythme, beaucoup. Parce que même s'il fait des films longs, et d'ailleurs il vaut mieux aller voir la vraie version du film mercredi, qui je sais joue au Panthéon, mais sûrement dans d'autres cinémas, mais regardez vraiment la version de 2h15. Alors expliquez-nous cette histoire de 2 versions. Non, mais voilà, allez voir. La version cannoise est plus courte. La version qui sera montrée en ouverture à Cannes et qui sort dans beaucoup de salles est
Et coupé de 20 minutes, oui. Voilà. Ah, donc, pourquoi demande le public? Alors là, vous êtes obligé de répondre. Le cinéma est un art et une industrie. Bon, ça, mais donc il faut mieux aller le voir au Panthéon. Oui, c'est la seule d'ailleurs, salle j'allais où il vous sera parler donné. d'une scène, mais c'est une scène justement que vous n'avez pas vue parce qu'elle a été coupée. Une scène où tout d'un coup, il convoque par ses pensées Fonia, qui est donc l'actrice qui joue dans son propre film, avec qui il couche dans la vraie vie, mais et c'est un moment, il a quitté le film, il s'est réfugié à Roubaix, et elle apparaît en pensée. Et évidemment, il est au lit avec elle en pensée, parce que c'est chouette. Mais elle n'est pas là. Mais elle lui dit des choses, notamment sur le fait qu'il est partout sur l'écran. Elle dit à Ismaël, mais tu es partout sur l'écran. Il dit, mais pas du tout. C'est toi qui es grande comme une montagne, toi, actrice. T'es grande. Il dit, non, non, tu es partout. Et il prend la mouche et il dit, non, non, pas du tout. Mon métier, c'est de disparaître et je crois que je fais très bien mon travail. Et c'est assez troublant de voir ce film, vous parlez des obsessions d'Arnaud, qui sont partout sur l'écran. Et ce cinéaste qui dit... mais pas du tout, je me cache. Et c'est un des grands amusements de faire des films, c'est ce jeu du chat et la souris avec le spectacle et une immense impudeur. Alors vous qui êtes à la fois acteur et cinéaste, quand vous tournez, comme dans le film de Desplechin, vous arrivez à être juste acteur, ou vous regardez comment il fait, ou vous regardez comment il place sa caméra? Comment ça se passe? Ça doit être un peu... Acteur. Mais comment on se prive tout à coup de la moitié de son... Oh non, 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 on ne me prive pas. De sa vie. Juste acteur. Ah, oula, oui. Ah oui. Surtout. Et c'est parce que je ne suis que acteur que je les respecte en tant que cinéaste. Mais pourquoi vous n'aimez pas finalement tant que ça être acteur? Vous dites souvent que c'est un accident. Mais non, non, mais c'est pas que j'aime pas, j'adore ça. Mais il se trouve que dans ma vie, je vous ai déjà raconté, mais ça s'est trouvé comme ça. J'ai commencé derrière la caméra. Et puis vous êtes devenu acteur. Arnaud m'a fait jouer, mais j'avais 30 ans déjà. Et le plaisir, il est et tout avant, je faisais mes films, quoi. Et puis j'étais stagiaire, j'étais assistant, régisseur, assistant monteur, tous les métiers pour faire mes films. Parce que j'ai connu le cinéma par Ottar, Yosseliani. Qui vous avez pris comme acteur tout jeune homme. Oui, mais j'ai eu envie de faire ce qu'il faisait lui, donc je faisais mes courts-métrages. Il faisait quoi, Ottar Yosseliani? Vous avez tourné à 19 ans pour lui? Ah oui, même à 17, ouais, 17. Et qu'est-ce qui vous a fasciné? Ça a été quoi le déclic? Le plateau, le cinéma, la construction, le fait d'utiliser que ça semblait être une situation, un lieu où tout était exalté, que ce soit la tête, la main, le cœur, le sport, la musique, le rythme, tout, il y avait tout. Mais ça aurait pu être le théâtre. Vous avez fait du théâtre. Enfin, l'argent dans le sens l'économie comme étant la mise en scène, donc la contrainte. Ça aurait pu être, vous disiez. Le théâtre aussi. Non. Pourquoi? Vous en avez fait du théâtre aussi, vous avez... J'en ai fait que par amour, pas par amour du théâtre. Parce que je vivais avec des actrices, donc... Ouais. Vous avez joué Faust quand même. Oui, par amitié. Mais c'est vrai. Et c'est très important, en fait, ça. Du moins, il semblerait que si je fais quelque chose, il y a quelque chose d'assez beau qui persiste dans la raison de le faire. Enfin, vous vous laissez souvent embarquer dans des aventures par amour ou amitié? Oui. Uniquement même. Pour les autres? Pas pour un rôle, pas pour vous, pas...
Non. C'est beau comme démarche. Bah, je sais pas. J'ai pas de personnalité. Donc, tu vis par procuration, comme ça. Mais c'est quelque chose... voilà, mais c'est des choses de l'adolescence, de la transparence, de plein de choses. Et puis, du coup... Et puis, d'être... les frères Larieux, c'est extraordinaire d'être dans leur monde, dans leur... Et puis, après, la morale amoureuse dans la vie, la morale... de vivre intensément vient de la rencontre de ces cinéastes-là, de Sophie Filière, de plein de gens, quoi. De Noémie, là, le film de Noémie qui n'a pas été pris à Cannes, qui est une merveille. Qui s'appelle comment ? Alors, elle a changé de titre. Est-ce que c'est Demain et les autres jours ? Mais et les frères Larieux, encore, vous jouez encore un peu leur double à chaque fois. Comme ils sont deux, c'est compliqué. Mais en tout cas, je joue leur prolongation érotique. Ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire qu'ils me mettent dans des situations de désir, où le désir régit les êtres, quoi. Et ils ont raison, on a tendance à l'oublier. Et c'est extraordinaire. Et Arnaud, c'est aussi du désir, mais différent. Un peu plus cérébral. Ah non, finalement non, et de moins en moins. Vous avez vu là les scènes dans celui-ci ? Une scène de déshabillage avec Charlotte, c'est pas mal quand même, non ? C'est horrible, oui. C'est beau. Le fait d'avoir... Et avec Marion, c'est autre chose. C'est comment avec Marion ? Non, dans le film. Oui, bah bien j'imagine. Mais justement, si vous deviez qualifier, elles sont exceptionnelles toutes les deux, mais vraiment exceptionnelles toutes les deux. La différence d'interprétation de l'une à l'autre, pour vous, c'est quand vous les avez comme partenaires, comment vous vous adaptez ? Elles travaillent avec leur fragilité différemment. Elles gèrent leur fragilité différemment. Donc je me sentirais, moi, plus proche de quelqu'un comme Charlotte, c'est-à-dire absolument tétanisée et qui est presque persuadée qu'elle ne va même pas y arriver. A priori, il y a même imposture qu'elle soit là. Donc je suis comme elle. C'est une zone comme ça que je reconnais. Et Marion, qui est quelqu'un qui a beaucoup de doutes aussi, mais qui a un accès direct au plaisir, peut-être. Elle a cette chance-là. Plaisir de jouer ? Ouais. C'est assez impressionnant. Ça. Et les deux, du coup, sont très impressionnants. Mais quand vous jouez, vous avez du plaisir aussi ou vous avez peur ? Ça va ensemble. S'il n'y a pas peur... Non, c'est idiot, je ne vais pas sortir des clichés, mais... Mais pourquoi vous parlez d'imposture ? De quoi ? D'imposture. Pourquoi ce sentiment d'imposture ? Ah non, mais heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, c'est quand même pas très amusant de voir des gens... il faut... Je suis persuadé qu'on est attiré, et c'est pour ça que le théâtre est tout de même le lieu où on vit les expériences finalement les plus fortes de spectateurs, je trouve, parce que je vais beaucoup au théâtre. C'est le danger. Qu'est-ce qui va se passer ? Et si on arrive à garder cette vibration sur un écran, c'est assez beau de garder cette... Et Arnaud a ça. Arnaud qui est fasciné par le théâtre, maintenant qui a fait une mise en scène de théâtre, qui a envie d'en faire à la Comédie Française, qui va en refaire d'autres encore. Et dans son écriture, il y a quelque chose presque de... plus du théâtre élisabétain, je trouve, par tableau, comme ça, que du théâtre classique français par scène. Enfin, lui, j'ai l'impression que c'est des mondes shakespeariens. Mais bon, voilà, de garder, en tout cas, cette... mais attention, hein, ça passe par beaucoup, beaucoup de maîtrise. Hein.
cette fragilité qu'on essaye de garder intacte. Essayer de faire en sorte, et aussi quand vous êtes en train de réaliser un film, de garder les courants d'air possibles, que tout puisse advenir. Et c'est pour ça que j'avais du mal à plaquer le mot diriger concernant Jeanne, qui peut, là il s'agissait par exemple dans Barbara d'être, il y avait à la fois des moments extrêmement méticuleux, puisqu'il y a un enchevêtrement avec un document de 73, donc il y avait un jeu de Gérard Vergès. Voilà, de Gérard Vergès. Qu'on voit et qui est magnifique. Voilà, et donc on mêle, on ne sait plus où on est. Donc ça, c'était un travail très méticuleux que Jeanne devait faire. Donc de ressembler complètement à Barbara pour qu'on quelque chose comme ça, ou d'être dans la même couleur, si vous voulez, que quelques images qu'on utilisait. Et puis d'autres moments où c'était, je sais pas, j'aimais partir sur 20-25 minutes. Oui. Elle partait sur 20-25 minutes, mais ça, il faut des personnes comme Jeanne ou comme les acteurs de théâtre pour faire ça. Et qu'est-ce qu'ils ont de plus, les acteurs de théâtre? Oh, de plus. Peut-être pas, peut-être c'est pas de plus, hein, mais... Qu'est-ce qu'ils savent faire? En tout cas, c'est bien d'utiliser toutes les facettes possibles d'un acteur. Je savais que Jeanne pouvait aussi faire ça, et que Jeanne a le goût aussi de ça. Mais vous, quand vous vous êtes retrouvé au théâtre, vous avez l'impression de pouvoir vous déployer davantage qu'au cinéma sur un plateau? Oui, j'ai pu ressentir cette chose de la maîtrise du temps, cette jouissance, oui, c'est impressionnant. Ça m'est arrivé, ça arrivait, ouais. En direct avec le public, oui. Alors, pour la journaliste que je suis, évidemment, il y a une question que je me suis toujours posée à votre égard, c'est que vos parents sont deux immenses journalistes. Votre mère était, puisqu'elle est en retraite, une critique littéraire exceptionnelle au monde, Nicole Zand. Maman, tu es là, non? Elle est là. Ah, je ne sais pas. Si, elle est là quelque part. Elle m'a dit qu'elle venait. Je ne le savais pas. Votre père un grand journaliste aussi, plus dans les relations internationales. Il a dirigé Libé. Est-ce que ça a été important pour votre imaginaire? Vous avez fait un documentaire qui était féroce au début de votre carrière, Mange ta soupe, un peu sur le milieu familial. C'est pas un documentaire du tout. Non, c'était un court-métrage, pardon. Une fiction. Une fiction. Fantasmée, exagérée. Non. Qu'est-ce que ça a pu vous apporter d'avoir des parents journalistes? Mais je pense pas à tout ça. Vous avez quand même vécu à l'étranger avec eux, c'est quand même une sacrée ouverture Absolument. au monde. Oui. Moscou. Complète. Washington. Oui, bien sûr. Ah ben ça, oui. Ça doit modeler quand même un imaginaire artistique. Artistique. C'était un travail aussi très quotidien qu'ils avaient à faire. Le travail de journaliste, comme vous le savez, ça peut ressembler plus à un travail d'artisan, finalement. Et puis ma mère et mon père faisaient deux travaux journalistiques très opposés. Là, en effet, plus dans l'actualité, puisque mon père était correspondant, et donc une espèce de drogue à l'info, quoi. Et ma mère, plutôt sur un travail de découverte et de littérature, surtout, de lire, et que ça mûrisse. Elle écrivait souvent ses articles au tout dernier moment. Donc il y avait plus de maturation comme ça. Mais ça ouvre au monde plus spécialement ou pas? Ou à la littérature, ou ça sert de repoussoir au contraire? Non, maintenant, ça fait un moment quand même que je ne fais que goûter la chance que j'ai pu avoir de toutes ces curiosités. Et là-dedans, le cinéma, de mes parents, bien sûr. Oui. Mais après, voilà. Le cinéma, ça, et le jeu, ça débarque avec
un déclic particulier? Otard, de Céliani. Otard. Avant, vous... Je regardais pas forcément les films, la télévision, tout ça. Les cassettes VHS, non, pas tellement. Pas plus que ça? Non. C'est le plateau, Je faisais de la photo. Je faisais de la photo et je faisais du piano. Et dans vos films, alors, comment vous choisissez un sujet de film? La dernière fois que je vous avais rencontré, par exemple, vous évoquiez beaucoup Le Rouge et le Noir, que Stendhal, que vous n'aviez finalement jamais tourné. Alors, comment on choisit, comment on se pose sur un sujet, sur un film, sur un scénario? Oui, c'est mystérieux, hein. Je ne sais pas. C'est les autres, comme vous l'évoquiez tout à l'heure à propos de Barbara, parce que Barbara, vous l'aurez tournée en dépit de vous-même, finalement. Lorsque Pierre Léon m'a dit écoute, essaye-toi, nous on est cuit, je vois pas trop comment on fait un biopic d'époque, comment on fait, et puis la voix, comment on fait. Il y a une actrice qui va faire du lip sync, qui va mimer Barbara pendant 1h30, je sais pas, Jeanne allait s'embêter à faire ça. Ça allait pas être drôle de faire ça. Puis qu'est-ce qu'on allait filmer? Le viol de son père? C'est ça que les gens veulent? Enfin, c'est quoi la vie de Barbara? Le biopic de la vie de Barbara? C'est quoi Alors, vous voyez? Donc c'était des questions vraiment de cinéma qui sont arrivées et qui ont du coup fait que ce film est devenu absolument le mien. Comment les deux métiers s'enrichissent, acteur et cinéaste, l'un l'autre? Le tempo, le rythme, quelque chose sur le rythme, l'observation, en effet, ce qui ne veut pas dire que quand on est acteur, mais après coup, comme ça, une espèce de souvenir de toutes ces personnes qu'on a vu travailler, une connaissance technique de la caméra, des nouvelles technologies, d'être tout le temps sur le pont, finalement. Parce que je vois avec mes amis qui ne sont que réalisateurs, la difficulté et la souffrance que c'est d'attendre les financements à la maison pendant des années et de ne pas être sur un plateau, quoi. Moi, je suis sur des plateaux. Bon. C'est bien. Comment vous faites pour travailler autant? Parce que là, vous allez nous quitter tout à l'heure, vous allez tourner un film avec... Là, oui, cette nuit. Oui. Vous n'arrêtez pas. C'est important de beaucoup en faire? Non, surtout pas. C'est pas ma nature. C'est fini tout ça. Je le disais à quelqu'un à l'entrée du théâtre qui voulait. Non, là vraiment, ça peut pas continuer comme ça. Mais vous le continuez comme ça quand même? Non. Là, c'est les circonstances, si vous voulez, qui ont fait que ce film de Barbara, et puis certainement que tout doit se nourrir, le fait de préparer le film de Barbara pendant que je tourne avec Arnaud, Les Fantômes d'Ismaël, parce que j'ai tourné Barbara 5 semaines après la fin du tournage, quoi, avec très peu de préparation, très peu d'argent, comme ça, très vite. J'aimais bien ça. Travailler dans l'urgence. Oui, parce que au moins la nécessité profonde du plan jaillit, quoi. Quand vous avez très peu de temps. Et Arnaud aussi tourne de plus en plus vite. Et c'est important d'aller vite parce qu'on est obligé de trouver vite. Oui, après c'est aussi des histoires économiques. Hein. C'est que les films qu'on fait se font avec moins d'argent. Ou si vous voulez faire un biopic qui a de l'argent sur Barbara, vous savez très très bien quel film il faut faire. Ah, alors quel film? Celui que je racontais tout à l'heure. Oui, avec le viol du père et tout ça. Certainement. Là, certainement qu'il y aurait eu... Bon, voilà. Mais tout dépend, voilà, de comment vous avez envie d'exalter le cinéma, quoi. Donc, de mettre beaucoup, j'ai beaucoup pensé à René pour ce film, en fait. Je me suis rendu compte de ça. À quel point, si vous pensez à René, les libertés, enfin, tout est possible. Tout est possible avec le cinéma.
Comment c'était perceptible avec René que tout était possible sur le plateau? Alors, je pense plutôt à une expérience de spectateur de ces films. Quand même, il nous a fait croire à des choses. Comment il a fait pour nous embarquer là-dedans? Quand vous êtes allé tourner aux États-Unis, c'était différent comme expérience? Alors, j'ai jamais tourné aux États-Unis, sauf avec Arnaud Desplechin, Jimmy P. Mais quand sinon, vous avez tourné avec Spielberg, tout ça, Munich, non, bah oui. Non, c'était à Budapest. Oui, C'était leur film européen. James Bond, c'est anglais, faut pas oublier. Donc, il n'y a pas de technicien américain, c'est que anglais. Et Schnabel? Et Schnabel, on l'a tourné à Berck-sur-Mer. Mais dans leur méthode à eux. C'est un film français. Oui, mais dans leur méthode de travail. On ne peut pas comparer Schnabel au cinéma américain. Enfin, je veux dire, c'est un peintre qui juste, Spielberg. Spielberg, c'est juste une histoire d'échelle qui change, mais sinon, lui, il travaille sans papier, et il vient, voilà, il filme lui-même, comme un gosse, quoi. Il a envie. Vous disiez que vous aviez envie de réaliser une série. C'était peut-être à cause du Rouge et le Noir que je vous parlais de ça. Alors, pas forcément série, mais qu'en tout cas, si Rouge et le Noir il y a, je l'imaginais pour la télévision. Vous regardez les séries, vous regardez la télévision? Pour avoir du temps. Non, j'ai pas la télévision, parce que sinon je ferais vraiment rien du tout. Je ferais que regarder la télévision, un peu comme Barbara, qui regardait tout le temps la télévision. Quand je suis, par exemple, à l'hôtel, sur un tournage, je dors pas de la nuit, parce que je suis fasciné de regarder la télé toute la nuit. Et vous regardez quoi? Mais tout, n'importe quoi. N'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Et quand vous lisez quoi? Vous lisez pour le métier, pour le boulot? C'est une catastrophe. J'ai pas le temps. C'est pour ça que là, je vais arrêter un peu et recommencer un tout petit peu à penser aux choses. Cannes, c'est important? Oui, très. Pourquoi? Pour la reconnaissance, pour les prix qui ouvrent des horizons après pour d'autres productions? Non. D'abord, il y a quelque chose de très naïf qui est le côté Cendrillon. C'est chouette, quoi. C'est magique, quand même. Monter le tapis rouge, ça vous fait toujours plaisir? La projection, le moment de la projection, le moment de ces films absolument vierges qui n'ont été vus par personne et qui tout d'un coup, quelque chose... ou pas, mais voilà, c'est quand même... Donc vous assistez, vous êtes dans la salle? Ah ouais. Et vous avez l'impression de le revoir pour la première fois? Ça fait très peur, oui. Vous le voyez différemment, le film, là, à Cannes? Vous le voyez pas. Vous le voyez pas. Vous entendez le moindre craquement, le moindre bruit, moindre... De spectateurs qui s'ennuient? Peut-être, croyez-vous. Vous savez pas. Vous avez peur. Ça, c'est très beau, Cannes, pour ça. Ensuite, il y a aussi un côté psychanalyse, puisque vous êtes obligé de mettre des mots sur des choses, alors que franchement, on passe pas sa vie à mettre des mots sur ce qu'on fait, quoi. Et le cinéma, il y a la promotion. Donc, pour s'amuser avec la promotion, il faut, faire des jeux et penser plutôt à la psychanalyse. Et donc, voilà, on a chacun nos techniques. Et moi, j'ai mes machins pour m'amuser par rapport à ça. Quoi, par exemple? Mais j'ai déjà dit, mais c'est soit répéter toujours la même phrase, mais en faisant croire aux journalistes que c'est absolument la première fois qu'on le dit, qui est un jeu très amusant. Mais ils l'ont entendu ou lu chez les autres, non? Non, mais justement, il faut qu'ils croient vraiment que ça vient d'arriver, quoi. Alors, donnez-moi une phrase, par exemple. Mais... Il y en a déjà plein qui viennent de passer. Et il y en a une autre méthode qui est beaucoup plus difficile et plus amusante, c'est d'essayer de jamais dire le même mot. Et ça, c'est pas mal. Et du coup, vous creusez, et ça devient vraiment intéressant sur ce qu'est le film.
voilà, il y a ça. Parce qu'en fait, quand on est à Cannes, on passe sa vie avec des journalistes et des photographes, en gros. On n'a pas le temps d'aller voir des films, on n'a pas le temps... Voilà. Et la nuit, on boit. Donc, tout ça, c'est... Donc, voilà. Et après... Non, mais c'est... Après, voilà, il se trouve que dans le paysage des festivals du monde entier, comme partout, il y a, comment on dit ça, pas mondialisation, mais centralisation. Enfin, maintenant, Cannes a siphonné un nombre de festivals qui fait que... Mais c'est un endroit où vous rencontrez des gens qui peuvent vous intéresser, des pairs, d'autres acteurs, d'autres cinéastes, où vous êtes livré en pâture qu'aux journalistes. La nuit, il peut y avoir un peu ça. Il peut y avoir comme ça des rencontres. Oui. Mais sinon, la promotion, j'imagine que c'est très casse-pied. Sauf si vous le prenez, il ne faut pas que ce soit casse-pied. Et ouais. Comment vous arrivez à garder cette espèce de fraîcheur et d'enthousiasme qui vous anime ? Votre moteur pour faire tout ce que vous faites, parce que vous êtes un hyperactif quand même. Non, mais c'est vraiment quelque chose de lié aux personnes qui m'aiment autour de moi, là, et les gens qui font des films, et je crois quelque chose d'infini sur l'amour de cet outil qu'est le cinéma, quoi. J'ai l'impression que je fais que commencer. J'essaye des choses, quoi. Mais là, dans Barbara, j'ai essayé des choses. J'ai l'impression de ne pas avoir fait avant. Ou alors, tout simplement, même de filmer cette chanteuse pour l'Opéra de Paris, tout seul. Voilà. Barbara Hannigan. Barbara Hannigan, une autre Barbara de ma vie. Qu'on a vu dans Péléas et Mélisande au Festival d'Aix l'année dernière. Voilà, la voix humaine. Oui. Donc vous avez besoin d'être aimé. Vous voyez, c'est une psychanalyse. Non, mais on dit que ce métier est si dur. C'est le cinéma, c'est vraiment l'excitation permanente, que ce soit au moment de l'écriture, que ce soit au moment de la préparation avec les assistants, avec le régisseur qui trouve un décor. C'est tous ces métiers que vous amenez dans un désir commun d'un film qu'on ne connaît pas, parce que chaque film est un prototype, quoi, qui n'a jamais existé avant. Et vous amenez comme ça toute une bande de métiers. Et voilà, et ça continue pendant le tournage. Et puis au montage, c'est encore autre chose avec François Gédigier cette fois-ci, ou avec Annette Dieu-Tertre d'autres fois. Vous jouez souvent dans vos films. Là, oui, ça se trouve, oui, là depuis. Déjà dans la Chambre Bleue. Oui, tourner la Chambre Bleue, oui. C'est important, c'est un clin d'œil à Orson Welles, Moretti, Cassavetes. Tourner, c'est un accident, ça devait pas être moi. Et puis bon, au dernier moment, je me suis dit que c'était plus simple. Et la Chambre Bleue, ça c'est parce que voilà. Et puis. Parce que j'étais malheureux. Et puis... Alors, vous êtes malheureux, donc vous jouez? Pour la Chambre Bleue, ouais. Et celui-là, c'est parce que c'était Jeanne. C'était le plaisir donc c'était très amusant de se fabriquer des personnages de fiction, tous les deux. Voilà. Loin de nous deux. C'est-à-dire un cinéaste, voilà. Vraiment loin de vous deux? Vous n'avez rien en commun avec ce cinéaste? La relation qu'ont Yves et Brigitte dans le film, heureusement qu'on n'est pas comme ça. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu Amalric? Madame. Bonjour. La caméra? La caméra, le micro. Merci Mathieu. Bon, c'est pour moi en fait, et puis peut-être d'autres personnes aussi. Je voudrais savoir si vous allez faire un passage d'avant-première du côté du Nord, Pas-de-Calais, comme il y a eu un tournage sur Roubaix aussi. Et
Et le fait de revoir le film et aussi poser les questions ensuite, ça serait bien aussi, quoi. Le film sort le 6 septembre. Oui. Et oui, j'essaye souvent avant la sortie et je pense que c'est Gaumont qui distribue le film. Oui, c'est ça. Et donc, oui, sûrement que on va venir. Je vais venir vous voir alors. J'espère. Oui. J'espère. Je suis sûr même qu'il y aura ça. D'autres questions? Mademoiselle, là-haut. Et là, pour le film d'Arnaud, c'était compliqué parce qu'il sortait à Cannes en même temps, donc on ne pouvait pas venir avant. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question. En fait, quand vous avez beaucoup d'idées, comme par exemple l'exemple du film Le fantôme d'Ismaël, pardon. Vous avez dit que vous aviez une version de 20 minutes plus courte. Comment vous sélectionnez les parties que vous retirez, que vous gardez, etc. Ah non, et ça, c'est le film de Cédé Plechin qui l'a réalisé. Moi, je suis juste acteur dans ce film-là. Oui. Et vous savez, c'est pas lui qui a coupé. Hein. C'est quand même lui qui a coupé, non? Le réalisateur, il s'occupe pas du tout du montage? Non, si, bien sûr. C'est le film qu'il a monté énormément avec Laurence Briot, bien sûr. Énormément, mais c'est le film donc qui fait 2h15 et qui est joué dans certains cinémas. Et je sais qu'il sera projeté au Panthéon et sûrement dans d'autres salles. Je sais que par exemple Yannick Rex le montre dans un cinéma. Je sais que Jean-Jacques Rutner, un exploitant, le montrera au Buxy à Ivry. Vous voyez, il y a des exploitants comme ça, très amoureux du cinéma, qui vont montrer le vrai film. Merci. D'autres questions? Mademoiselle? Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai vu récemment dans un film de Rappeneau qui s'appelle Belle Famille, et j'ai beaucoup aimé ce film et je voulais savoir comment ça s'était passé, comment vous avez choisi le tournage et tout ça, parce que vous avez l'air de vous avoir... En fait, vous êtes beaucoup amusé sur ce film-là, donc je voulais savoir comment ça a été l'univers de Rappeneau, ce rythme et tout ça, comment ça vous êtes adapté à son cinéma. Voilà. Et oui, alors Jean-Paul Rappeneau, ça faisait des années qu'il voulait... qu'on fasse un truc tous les deux. Il m'avait même déjà demandé pour Bon Voyage. C'était il y a longtemps, moi. Et voilà, et ça lui est resté. Et il a eu beaucoup de mal à le monter, ce film, financièrement. Il a tourné plus vite que d'habitude. C'est vraiment un chef d'orchestre. C'est vraiment à la baguette, quoi. Très, très, très rythmé. Il fait des plans assez courts, parce qu'il sait exactement dans sa tête ce dont il a besoin. Donc on fait pas par scène, si vous voulez, on fait vraiment par axe et des petits bouts. Donc il faut rester très 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 concentré dans l'énergie. Et c'est là que j'ai rencontré Gilles Lelouch, par exemple. On est devenus amis. C'est lui que je vais rejoindre là sur son film cette nuit dans les piscines. Voilà, par exemple. Et c'est là aussi sur ce film que j'ai connu Dylan Talleux, le premier assistant, qui était second sur Jean-Paul Rappeneau et qui est venu travailler sur le Barbara et qui joue dans le film l'assistant d'ailleurs. Dylan. D'autres questions? C'était l'amour de son cinéma, d'être un des personnages virevoltants et de ne pas savoir rester en place. Ça aussi encore sur les corps, vous voyez, Jean-Paul il est physiquement comme ça, ne pas pouvoir rester en place, comme ces personnages. Et vous, quand vous dirigez, vous bougez tout le temps aussi? Oui, je bouge pas mal, sauf que là, j'ai dû diriger en chaise roulante et attelle. Pourquoi?
Parce que j'avais des fractures de fatigue. Vous voyez, vous en faites trop. Déjà sur le déplechin, si vous regardez bien, je boite. Ah, ça m'a pas sauté aux yeux. Ah, bah, oui. Des fractures de fatigue qui viennent quand on bosse trop? Ben oui. J'en ai jamais eu, moi. Bosse pas assez, hein, mademoiselle. Vous pouvez venir... Sinon, je peux le dire à haute voix ce que vous... Ah ben voilà, oui. Le micro arrive. Arnaud Desplechin disait dans une interview que Ismaël était dans le trop, tout, le trop, et Sylvia dans le pas assez. Et il avait l'air de dire que ça pouvait pas fonctionner quand on était dans le trop tout, que l'un était dans le trop tout et l'autre dans le pas assez. Donc sans parler de Marion Cotillard, est-ce que vous pensez, pour pas révéler le film, mais peut-être que dans la vie, quand quelqu'un est dans le trop tout et l'autre le pas assez, est-ce que ça ne fonctionne pas ? Alors, c'est vous qui semblez avoir des choses à nous raconter. Vous êtes dans le trop, vous, hein? Oui, peut-être. Mais ça me donne envie d'aller voir le film. Ah oui. Mais vous verrez, Sylvia est jouée par Charlotte Gainsbourg. Et en effet, il y a quelque chose sur le retrait, a priori, chez ce personnage qui semble devoir même se retirer face au bouillonnement de vie que semble être le personnage de Carlotta, qui est Marion Cotillard, qui arrive, qui danse, qui se met nu, qui dit « je viens chercher mon homme », clac. Et finalement, c'est plus complexe que ça. Le film va pourtant vers une lumière parce que quelque chose de elle dit qu'elle est protestante à un moment, le personnage de Sylvia, enfin quelque chose en effet qui pourrait sembler même physiquement se ratatiner. Elle va pourtant être l'aimant dont il a besoin. Il y a quelque chose de la caresse dans ce film, dans le fait que un homme juste dormir, mais dans le sens, mais caresse, voilà, d'être pris dans les bras et d'être caressé, de quelque chose de très doux, non? Tout à fait. Ça fait partie de la sensualité dont vous parliez tout à l'heure. Et de cette chose du trop plein et du... Mais elle a son monde. Elle a son monde parce qu'elle explore les étoiles. Et elle est dans ces planètes. Et elle connaît l'infini, justement. Elle connaît le nom de 100 000 étoiles. Donc elle l'emmène vers un autre trop plein, quoi. Merci, mais il ne faut pas dire, c'est un spoiler, comme on dit. Parce qu'il y a un suspense comme ça, quand même. C'est quand même un film de dragon. Hein, le dragon? Il y a une dragonne qui arrive, et est-ce qu'elle va manger Non? C'est le fantôme qui revient. L'attirance, le corps, la sexualité, oui, c'est très présent. Plein de choses là qui le ramènent comme Al Pacino à la fin du Parrain, quoi. They pull me back in. You know. D'autres questions? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Pardon, j'avais presque renoncé à poser la question quand vous avez parlé de Dylan, mais je me demandais par rapport à votre histoire et votre parcours personnel et surtout justement là d'où vous venez, la porte par laquelle vous êtes arrivé à ce métier, est-ce que ça vous rend, à votre avis, plus sensible en tant que réalisateur à l'équipe technique, au bien-être en règle générale sur tournage, et est-ce que vous avez à cœur d'être capable de repérer le genre de personne qui vraiment fait ça par vocation et qui est là dans le partage et dans l'effort que vous décriviez tout à l'heure?
Ah oui, quand on fait un film, moi, c'est vraiment... c'est l'équipe. Ça peut pas être autrement. Donc j'ai un peu, maintenant, un peu ma bande, enfin, parce que Christophe Bocarn, le chef opérateur, travaille beaucoup avec moi depuis longtemps. Olivier Mauvezin, au son, Christophe Auffray, l'accessoiriste. Il y avait Elsa Amiel, mais Elsa, première assistante, maintenant fait ses propres films. Donc voilà, il faut donner... Oui. Faire. De toute façon, le cinéma, c'est tellement dur, parce que c'est 24 heures sur 24, et les régisseurs, les assistants, ne sont pas payés à l'heure, ces histoires d'heures. Enfin, je veux dire, il faut donner envie, quoi. Il faut vraiment donner envie. Et c'est assez beau quand on sent que ça vibre comme ça. Ça, j'ai besoin de ça, ouais. À un moment, c'est vrai qu'après, on ne sait même plus qui fait le film. Enfin, ça, c'est beau, ça. C'est l'équipe entière. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Ça veut dire que vous n'êtes pas très directif sur un plateau? Mais si. Mais comment, alors? Je suis maniaque, ben si. Mais, enfin, je sais pas, ensemble, quoi. Mais c'est pas facile. C'est à la force du désir qu'on a, de la vision qu'on a, d'entraîner tout le monde. Je sais pas. C'est cette espèce de... Et puis faut avoir travaillé. Si vous avez travaillé avant, et si vous êtes prêt. Travaillez. Oui. Faut être prêt, quoi. Faut travailler. Ça veut dire que faut travailler la journée de tournage. Oui, mais ça veut dire que tous vos plans sont décidés la veille, pensés la veille, vous n'improvisez pas. Pas la veille, le matin, la nuit, ouais. Ah, que la nuit d'avant? Oui, le premier assistant, Dylan, ou la déco, ils reçoivent un mail, à 7h du matin. Ah oui, donc c'est quand même... Moi, je me couche très tôt, et puis je me réveille vers 2h30, 3h, et c'est là que je fais la journée, pour être en avance. Et le matin, ils ont les pages du jour. Toute l'équipe a les pages du jour. Mais les acteurs, ils ont quand même le scénario n'a pas bougé, les répliques, tout ça, ils ont aussi au jour le jour. Avec Jeanne, c'est pas un problème. Parce qu'elle apprend vite, peut-être. C'est même pas qu'elle apprend vite. Oui. Elle lit, elle sait. Ben oui. Mais tout le monde n'est pas doué comme ça, j'imagine. Ah, mais c'est parce que je sais qu'il y a Jeanne, enfin, pour ces questions de texte, en tout cas. Et puis, de toute façon, après, c'est un film aussi qui s'est beaucoup construit sur des repères, des balises, des endroits, des rendez-vous de fiction à l'intérieur d'un plan, et dans lesquels Jeanne, voilà, on avait ces choses-là en commun. Il faudrait faire passer telle information, il faudrait qu'à ce moment-là, quand tu es au téléphone, tiens, peut-être tu pourrais dire un truc sur l'éclipse. Parce que je me souviens, Depardieu lui avait appelé une fois et lui avait dit, il y aura l'éclipse, et elle avait été tellement furieuse d'avoir raté l'éclipse. Elle me dit, attends, tiens, c'est pas mal, l'histoire de l'éclipse, je vais le prendre, paf, au téléphone. Il faut qu'on commence à sentir les paroles de je ne sais pas dit ou je n'ose pas. Peut-être tu veux dire je n'ose pas. Comme ça, à la fin, voilà, je lui disais 2-3 trucs dont on avait besoin. Le poulet, la télé, voilà, des parcours. Et après, elle pouvait improviser. Mais c'est pas de l'impro, c'est dans l'urgence quand même. Quoi ? C'est dans l'urgence quand même. Ben, sur ces scènes-là, ça se faisait comme c'était beau comme ça. Pour ça c'était beau de les faire comme ça. Vous aviez vu le spectacle de Depardieu? Oui. Sur Barbara, et ça vous a un peu nourri? Ben, je l'ai vu après, c'était là. Oui, c'était fini, oui. Le film était fini. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi bouleversant. Ça m'a bouleversé, comme tout le monde qui était a eu la chance d'être au Bouffe du Nord. Et je crois qu'il le reprend au Cirque d'Hiver. Oui, au Cirque d'Hiver, oui, en juin. Ils se sont tellement aimés, ces deux-là. Le manque d'elle, enfin, c'était beau. C'était vraiment beau.
D'autres questions, et puis nous allons nous quitter, laisser Mathieu repartir à son tournage. Il est quelle heure, ça va? Il est moins 20. Encore deux questions et c'est bon. Oui, voilà, j'en avais une. J'en avais une, oui, je suis devant là. Il y avait, pour continuer trop tout et pas assez, de ma voisine de derrière, comment vous organisez quand vous êtes l'acteur et vous êtes le réalisateur, comment vous organisez avec vous-même pour arriver à aboutir au résultat? Moi, j'avais l'impression d'en tourner, vous avez une exaltation inhabituelle presque par rapport à d'autres moments où vous étiez que l'acteur, et j'ai le sentiment que ça démultipliait votre pouvoir de rôle. Ah oui, se retourner, c'est vrai que c'était... Forcément, c'était un peu l'histoire du film, c'est-à-dire un homme empêché qui va peut-être être adopté par l'énergie et la joie, l'art de la joie de ces femmes. Donc je me laissais emporter, comme je me suis laissé emporter à Cannes par elle, voilà. Barbara, c'est différent. Chaque film, d'abord pareil, j'ai ma bande, je regarde pas moi, je regarde pas, il n'y a pas de combo, de trucs comme ça, je regarde pas, et je demande à Christophe, le chef-op, de me raconter, ou à l'ingénieur du son, et à la script, Elodie. Donc, qui sont votre regard du coup sur voilà, je leur dis, ils me disent, là j'ai pas compris ça, j'ai dit, vous comprenez, l'un pourrait jouer ça, ou Jeanne, pour celui-ci. Oui. D'accord. Mademoiselle. En remontant peut-être vers Mademoiselle, vous pouvez peut-être... Vous parliez d'impudeur, je voudrais savoir si vous êtes plus impudique quand vous êtes réalisateur ou acteur. Quand je suis réalisateur, je suis plus impudique. Parce que acteur, c'est pas la mienne, c'est pas votre histoire. Vous avez joué des rôles osés, quand même. Oui, non, mais ça c'est rien, ça. C'est pas de l'impudeur, ça. C'est plutôt la personne qui fait le film qui ose imposer. Bon, avec les Larieux, de toute façon, voilà, la nudité chez les. Mais c'est pas ça l'impudeur en fait. Non, c'est les sentiments. C'est plutôt sur les... Et puis il faut transformer, il faut absolument que cette impudeur soit spectaculaire, dans le sens soit intéressante, soit partageable, quoi. Sinon c'est gênant. Donc c'est ça dont je parlais un tout petit peu. C'est fascinant, trouver cette frontière entre le spectacle. La vraie impudeur, c'est quoi pour reprendre... La vraie impudeur, c'est quoi pour reprendre la question de Madame? Alors, est-ce que ce serait un défaut? Je ne sais pas, en plus. Non, je ne pense pas que c'est un défaut, mais je pense que c'est plus les sentiments qui sont impudiques que le corps. C'est drôle parce que Barbara, par exemple, n'arrêtait pas de dire qu'elle se trouvait impudique dans ses textes, et qu'elle était presque gênée. Elle ne se rendait pas compte de la transe sur scène et de ce qu'elle avait osé déverser comme ça. Mais... non, l'impudeur, alors la limite de l'impudeur, c'est si en fait vous êtes tout seul à être tout nu là, mais que ça va nulle part, les autres ils se sont pas nus avec vous là, que ça allait nulle part en fait, c'est juste gênant de voir un mec qui parle de ses problèmes là, et que ça fait chier tout le monde. Ça c'est très impudique. Deux autres questions, pas plus. Là-bas au fond, Mademoiselle, peut-être. Là, les deux personnes. Allez-y, vous avez là. Dit. Ouais. Ça marche ou pas? Au-delà des réalisateurs que vous connaissez, quels sont les réalisateurs que vous ne connaissez pas donc et qui vous donnent envie de tourner avec eux, qui créent du désir de cinéma chez vous? Oh là là, plein. En tant que spectateur, en tout cas, même si là je vais...
allez. Non, mais je vais retourner au plaisir de revoir des films. Je ne voyais plus de films, quand même. C'est triste. Et là, je ne sais pas pourquoi, le dernier film de Jarmusch m'a complètement bouleversé. Je suis allé le voir 2 fois. Patterson, enfin... voilà, quelqu'un vraiment amoureux du cinéma, enfin, a osé faire un truc pareil. Et pourtant, mais vous pleurez, quoi, voilà. Et le dernier film de Kaurismäki, le plaisir de revoir les films de Kaurismäki, que j'associe de plus en plus à Charlot, en fait, à des sentiments aussi purs et aussi simples que Chaplin, que Charlie Chaplin. Voilà, les 2 derniers films que j'ai eu la chance, comme ça, de voler du temps pour aller les voir. Ah oui. Encore une question, la dernière, je suis désolée. Bonsoir. Vous avez parlé d'exaltation sur le plateau. Je me demande, une fois que le film est terminé, si c'est pas trop difficile de revenir dans la vie normale. Non, pas du tout. Bon. Pas du tout, parce que faire un film, c'est vraiment extrêmement... c'est que des contraintes, c'est que de la vie normale, je vous jure. C'est des problèmes d'argent, des problèmes de temps, des problèmes de garde d'enfants, des problèmes de... Le garde d'enfants, je parle des acteurs. Hein. Des problèmes de... Non. Non, vous avez vraiment un moment d'exaltation qui est une projection, une fois, une seule fois, où tout d'un coup, quelque chose du film que vous avez pu faire vous atteint. Tout le reste, c'est que du travail. Vous voyez, vous êtes peut-être un peu aveugle, et pourtant, vous croyez à quelque chose... Non, c'est assez étrange hein, comme travail, où on est à la fois... il faut être extra lucide, et pourtant on le fait que par tout petit bout, ce côté marqueterie là, du cinéma, c'est très très difficile. Et là, voilà, l'autre matin, il y a eu la projection de vérification pendant le mixage, donc on va souvent dans des cinémas très tôt le matin. Et voilà, la copie était étalonnée, le film était pratiquement mixé. Et voilà, là je me suis pris le film. Voilà. Mais ça n'arrive qu'une fois, donc il n'y a pas vraiment d'exaltation après. Et puis, quand même, le cinéma, ce qui est beau, c'est que vous l'appliquez à votre vie après. Vous essayez, oui. Ça veut dire quoi, ça? Ah ben, de ne pas rater sa vie. Ben ouais, ça, oui. Et ça, c'est le cinéma qui nous apprend ça, ou la littérature. À ne pas rater sa vie. Mais en quoi ça vous apprend à ne pas rater sa vie, le cinéma? Ah ben, être à la hauteur des possibilités humaines. Tout ce que... C'est quand même... On ne vit pas des petites choses, quoi. Eh bien, c'est sur cette belle phrase que nous allons nous quitter. Merci à tous d'avoir été là. Merci.